Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh bon Dieu, pour en être tombé amoureux. Elle a mis dans ma vie l'enfer au paradis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous revoilà réunis à partir du salon du livre francophone de Beyrouth qui se tient au Biel. Et nous serons ensemble donc tous les soirs à 18h, une fois moi, une fois ma collègue Elsa, jusqu'à dimanche soir. Alors au programme de ce soir, une fois de plus, la Syrie. Une figure politique libanaise, Samir Jarjar, mais on vous donnera les détails tout à l'heure. Je vous recommande 2 tables rondes, une première qui débat de la traduction littéraire, une autre des magazines culturels au Liban, et les 2 ont lieu à 19h. Notre première invitée ce soir est Hala Kodmani. Hala Kodmani, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste franco-syrienne, ancienne attachée de presse de Boutros Boutros-Ghali à l'Organisation internationale de la francophonie et ancienne collaboratrice du délégué de la Ligue arabe à Paris. Vous êtes aujourd'hui responsable de la rubrique Syrie à Libération, après avoir dirigé la rédaction arabe de la chaîne France 24. En 2013, vous avez gagné le prix de l'Association de la presse diplomatique française pour votre couverture de la situation en Syrie. Vous avez fondé en 2011 l'association française Souria Hurriya qui milite contre le renversement du gouvernement de Bachar el-Assad. Et vous signez La Syrie promise qui va nous emmener de la Syrie promise à la Syrie compromise. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre sur la Syrie aujourd'hui alors que la situation du pays est en perpétuelle évolution? C'est justement c'est une très bonne raison pour écrire pendant que la situation bouge. Il est évident que quand on suit un dossier aussi enflammé, aussi bouillonnant, aussi dramatique au quotidien, comme je le fais à travers toute la couverture que je fais journalistique, comme c'est aussi mon pays d'origine, forcément, j'avais plus à exprimer que ce que je pouvais faire à travers mes reportages et mes articles. Donc j'ai fait ce livre qui est autant personnel que lié, attaché au pays. Alors, vous choisissez pour raconter l'histoire de ce pays, qui n'était que celui de vos origines, un échange de courriels entre vous et votre père diplomate récemment décédé. À la base, vous vouliez évoquer, vous qui êtes installé en France, ce sentiment d'appartenance à un pays à l'heure où le débat en France sur l'identité nationale battait son plein, mais les divers printemps arabes sont venus bousculer tout le processus, j'imagine. Oui, en fait, le projet de ce livre, je l'avais entamé. C'était un livre sur un petit peu le parcours de mon père et je le voyais essentiellement comme un livre sur la France, entre la France d'hier, la France rêvée et la France actuelle, telle qu'elle est en réalité. Et c'est tout d'un coup, j'ai été prise dans le tourbillon des révolutions arabes au moment où j'avais entamé donc ce travail que j'avais entamé sous forme de correspondance courriel fictif évidemment avec mon père regretté. Donc ça a été la divine surprise un petit peu, ces révolutions qui ont fait irruption pendant mon travail d'écriture et qui ont complètement évidemment changé le parcours de mon livre du coup. Qui a dévié parce que j'avais un père qui était très impliqué politiquement, qui avait toujours tout à l'heure, eu des idéaux et forcément ça a dévié le livre, heureusement j'allais dire. Est-ce que cet échange avec l'au-delà, c'est une façon d'humaniser un tout petit peu ce conflit? Je ne sais pas si c'est un échange d'au-delà, c'est une forme, mais bon. Mais très touchante, hein. C'est très accrocheur comme processus. Oui, on rentre dans le livre très vite grâce à ça. C'est une forme qui permet justement un aller-retour, notamment dans l'histoire. Puisque dans cet échange, moi je parle d'actualité, je raconte à mon père l'actualité qu'il est en train de rater.
et il me raconte, il m'éclaire avec Les vicissitudes du passé. voilà, le retour en arrière et l'histoire. Alors justement, j'allais vous dire, vous racontez le soulèvement syrien à votre père. Lui, il rappelle l'évolution de l'histoire de ce pays qu'il a vécu en tant que nationaliste arabe. Oui. Et toutes les émotions qui s'ensuivent finalement dans cet échange de courriel. Vous Ben, imaginez sa forcément, réaction? Je crois que je commence à poser, bon, j'allais dire, ce livre couvre la période de l'âge d'or de la révolution syrienne, c'est-à-dire les débuts enthousiastes, formidables, porteurs d'espoir. Et, et ça, au moment où commençait à se poser ce problème de l'histoire, enfin, moi j'estime que les révolutions arabes et la révolution syrienne en particulier constituent une rupture avec une certaine idéologie dans laquelle moi aussi j'ai bercé pendant des années et dans laquelle la plupart du monde arabe ont bercé, c'est-à-dire cet idéal pan-arabe qui a servi finalement à ériger les dictatures et à écraser les populations au nom d'un nationalisme arabe qui ne s'est jamais vraiment réalisé. Alors cette soif de liberté est-elle en fait incompatible avec le panarabisme? Je ne dis pas qu'elle est incompatible, mais elle s'est révélée. C'est l'histoire qui a dit, qui a déjà parlé. C'est-à-dire que ça a été instrumentalisé. Je ne dis pas que c'est un faux idéal. Ça a été instrumentalisé par les régimes dictatoriaux pour opprimer les populations, pour prétendre mener des guerres qu'on n'a pas menées. Je crois qu'il y a une page qui est tournée. C'est certainement quelque chose de différent. On attend qu'émerge quelque part une nouvelle inspiration arabe, je ne dirais pas un nationalisme arabe, une nouvelle inspiration qui sortirait de ces révolutions qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui sont encore en devenir et qui sont un long processus forcément. Alors dans la Syrie promise, on comprend que pour vous, ce pays a profondément manqué de stratégie nationale et internationale. Ah, je crois que la crise syrienne, bon, on sera dans les livres d'histoire comme un moment absolu qui a transformé, bouleversant, qui a complètement révolutionné les relations internationales, la scène régionale et l'attitude qu'on avait connue, notamment des puissances occidentales et des démocraties. Je dis, c'est la grande défaite des démocraties. Quels ont été pour vous les grands faux pas de l'Occident? Les faux pas de l'Occident. Ah, mais il n'y a pas eu de pas du tout, c'est ça le problème. Je crois et quand il y a eu des faux pas, il n'y a pas eu de pas. Quand il y a eu des pas, il y a eu des faux pas, pas forcément en Syrie, mais dans la région. Je crois que tout d'un coup, on n'a jamais vu un retournement de situation où ce sont les forces, les puissances régionales ou internationales dictatoriales ou totalitaires, je pense évidemment à l'Iran ou à la Russie, qui sont vraiment dans l'action, dans la progression, dans l'ambition, dans le projet, et une passivité totale, ou presque, dans le camp des démocraties, qui ont abandonné un petit peu les revendications démocratiques, pas seulement des Syriens, mais de bien d'autres aussi. Est-ce que pour vous, à la Koudmani, la Syrie de Bachar el-Assad risque d'être meilleure que la Syrie de demain? Qu'elle est meilleure que la Syrie de demain, qu'on ne connaît toujours pas. La Syrie de Bachar el-Assad serait meilleure que le... Est-ce qu'elle est plus... Non, la Syrie de Bachar el-Assad est de toute façon, on voit le résultat qu'elle a donné. Je veux dire, on voit tous les jours ce qu'est la Syrie de Bachar el-Assad. Oui. C'est-à-dire crime, massacre, mais au vu de l'inconnu devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il est certain qu'on a été mené maintenant dans des pires absolument inimaginables, que d'autres formes de tyrannie, je ne dirais pas pire, mais pareilles, sont en train de prendre le relais. On est dans un tunnel terrifiant. Mais je crois que Bachar el-Assad est le premier responsable de cette situation et qu'il n'y a aucune manière de pouvoir refaire une Syrie avec Bachar el-Assad. Comment vous voyez la situation évoluer, vous?
Ah, si je pouvais voir la situation évoluer, je crois que je serais aujourd'hui la reine du monde. Mais Votre sentiment? on est dans le... Ah, mais c'est le sentiment de tout le monde. Je vois qu'il n'y a aucune stratégie nulle part, qu'on laisse le chaos s'installer partout. Ça prendra un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait des Syriens et avec des vrais partenaires qui puissent prendre un relais et donner une forme quelconque à ce cauchemar et à cette tragédie qu'on est en train de vivre. Hala Kodmani, merci beaucoup. Je rappelle que vous remercie. signez au Salon du Livre La Syrie promise. Merci. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra. Décidément, c'est la politique qui est à l'ordre du jour. Ce soir, on va dire. Nada Hanid, bonsoir. Bonsoir. Nada Hanid, vous êtes graphiste, éditrice, passionnée de justice. Vous avez reçu l'année dernière je vous avais reçu l'année dernière au Salon du Livre pour élaborer sur Women in Front, dont vous êtes cofondatrice. Et aujourd'hui, c'est la biographe que je reçois. Alors, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez déjà consacré une biographie à Antoine Naufel, le fondateur de la librairie Antoine. Mais cette fois, c'est la biographie que vous signez, qui peut être un brûlot, puisqu'il s'agit de la vie de Samir Jaja, ou plutôt les 3 vies de Samir Jaja, l'homme de guerre, le prisonnier et l'homme d'État. Nada Hanid, qu'est-ce qui vous a incité à rédiger la biographie d'un homme qui peut être controversé? Oui. Ce qui m'a incité à rédiger la biographie d'un homme controversé, c'est surtout le désir d'en savoir plus sur une période donnée de la vie politique de notre pays, qui est la fin de la guerre avec l'accord de Taïf, jusqu'à l'assassinat du feu Premier ministre Rafi El-Hariri. Ce sont ces années-là, ces 15 années-là, où il y a eu un désintérêt total pour la politique des gens de notre génération, de ma génération, la génération de la guerre. On a vécu presque dans un déni total avec le souci. Je ne sais pas si c'est un désintérêt ou un ras-le-bol plutôt. À l'époque, non. On était plutôt dans l'euphorie de la reconstruction de nos vies soi-même. C'est-à-dire qu'on était en train de fonder des familles, en train de fonder... Puis on était surtout porté par des désillusions permanentes qui n'arrêtaient pas. Oui, il y avait un état de désillusion dans le pays, un genre d'acceptation de la situation. Et on a redécouvert la politique au moment, en 2006, quand une grande partie de la population est descendue protester au centre-ville. Et je me suis rendu compte que dans cette période-là, il y avait des gens qui avaient continué d'agir, dire non. Et il me fallait un personnage, comme la biographie et la forme d'écriture que je préfère, il me fallait un personnage qui incarne cette période. Et mon choix s'est porté sur Samir Jaja. Voilà. Enfin, c'est pas un choix qui vient de nulle part, j'imagine. Non. J'ai choisi Samir Jaja pour plusieurs raisons. D'abord, et en premier lieu, c'est parce qu'il a une personnalité controversée. C'est un personnage controversé entre ombre et lumière. Parce qu'il a suivi la guerre dès son début. Et parce qu'il a un parcours politique qui est un peu atypique dans le paysage politique libanais, c'est-à-dire qu'il ne vient pas d'une famille politique ni féodale. Il est. Puis c'est le seul qui a payé un tribut. Voilà. Alors là, c'est la troisième raison. Ouais. Son parcours fait partie d'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, qu'il est arrivé à force d'action, de travail, etc. Il y a eu le point focal, et pourquoi je l'ai choisi, c'est les 11 années de détention, qui à elles seules constituent un aspect, si je peux utiliser ce mot, mais qui ne va pas, romanesque de ma biographie. Alors je rappelle que votre biographie, on ne l'a même pas citée, s'appelle L'homme de cèdre, ouais. Pas Samir Jaja tout simplement. Je montre le livre à nos téléspectateurs. Alors une telle démarche a forcément ses aléas.
Comment avez-vous procédé pour vos recherches? Combien avez-vous dû pénétrer dans l'antre de l'intimité de cette personne et quelle est la marge de manœuvre qu'il vous a autorisée surtout? Ouais. Alors, en premier lieu, il a fallu demander au principal intéressé, donc à Samir Jaja, s'il voulait bien se prêter au jeu des interviews, parce que la majeure partie de mon livre, comme je me situe du point de vue de Samir Jaja, il fallait absolument que j'ai des entretiens avec lui. Donc, il a adhéré au projet, évidemment il a adhéré au projet sans demander à voir quoi que ce soit à la fin. Donc, oui, il vous a accordé une confiance voilà, il m'a fait aveugle. confiance. Il n'a même pas relu votre livre. Et il n'a pas lu une ligne. Il a découvert le livre. C'est un gage de succès, ça. Il a découvert le livre quand j'ai reçu les 2 premiers exemplaires par DHL, avant que le lot de livres n'arrive à Beyrouth. Et je suis montée le lui montrer. Mais donc il s'est prêté aux entretiens et on a décidé, et c'était un pacte entre nous deux dès le début, qu'on allait parler de tout. De tous les sujets qui dérangent, tous les sujets qui ont fait polémique, enfin sans censure aucune. Il a adhéré au projet évidemment, avec quelques réserves au début, parce qu'il ne voulait pas... Quel genre de réserve? Il ne voulait pas se retrouver dans la position de celui qui devait se justifier seul. Parce que... Mais ce n'était pas votre démarche de toute façon. Non, pas du tout. Ce n'était pas du tout ma démarche. Mais une fois que la confiance s'est installée entre nous, ça a coulé de source. Voilà. Alors quels sont certains des détails, pas tous, que vous avez pu récolter en exclusivité? Alors, il y a le côté humain du personnage, forcément, qu'on apprend à découvrir. Mais je dois ajouter aussi que je ne me suis pas suffi des entretiens avec lui. Donc vous avez interrogé l'entourage? J'ai interrogé l'entourage. J'ai interrogé des gens aussi qui ne suivaient plus sa ligne de conduite. Donc, pour avoir une certaine distanciation, objectivité. Et j'ai fait des recherches personnelles. Voilà. Alors, quand on lit votre livre, on n'est pas plongé dans une biographie personnelle seulement, mais on revit diverses périodes politiques, comme on le disait tout à l'heure, avec tous leurs détails. Vous avez dû faire un travail d'archives particulièrement fastidieux. Dans quelles archives avez-vous fouillé? Alors, c'est les archives des journaux, notamment de L'Orient le Jour, que je remercie, parce que à l'époque de la détention de Samir Jaja, on parlait peu de lui. Il y avait une sorte de censure et d'autocensure sur la presse. Donc c'était rare d'avoir des comptes rendus des procès, c'était rare d'avoir des opinions de journalistes. Je me suis basée beaucoup sur des comptes rendus des procès notamment qui sont parus dans la presse, dans L'Orient le Jour. Pour le reste, c'est dans les livres, que je cite d'ailleurs, tous les livres, toutes les sources sont citées. Est-ce qu'un biographe doit forcément être impartial ou finalement tout l'intérêt d'une biographie, c'est qu'elle relate quand même les intérêts et l'émotion qu'inspire à l'auteur le personnage de la biographie? Alors, c'est une vaste question et qui mérite d'être posée évidemment. Le biographe se doit d'être rigoureux sur les actes et les faits qui suivent le parcours de la vie du biographe, enfin de son personnage. Quand on est l'autre versant de votre question, c'est est-ce que si je la reformule, est-ce qu'on n'éprouve pas forcément un peu d'empathie quand on a vécu à proximité avec son personnage, comme on le fait. Déjà, l'empathie, elle vient aussi de l'intérêt qu'on lui porte, pour commencer. Voilà, exactement. Ouais. Mais ça aurait pu être pour quelqu'un de totalement étranger à mon monde, pour quelqu'un dont je ne partage pas, ça aurait pu être la biographie d'un tyran. Je ne sais pas comment je l'aurais traité. C'est à ça que vous allez vous attaquer. Oui, peut-être. Oui. Mais voilà. Alors la question qui mérite d'être posée, est-ce que faut-il qu'on soit distancié au risque de faire un livre sans couleur et sans saveur? Ça devient sans intérêt, j'imagine. Voilà, exactement. Est-ce que pour vous, cette biographie, c'est aussi un devoir de mémoire? Exactement.
Voilà, c'est comme ça que je le prends. C'est un devoir de mémoire qu'on doit, enfin, que tous ceux qui ont participé à la guerre doivent faire pour eux, parce qu'il y a eu de part et d'autre de grands sacrifices qui ont été commis, que ce soit du côté des belligérants ou bien de la population. Donc, nous avons un dicton libanais qui dit Tenzakar wala ten'ad, c'est-à-dire qu'on s'en souvienne, mais que ça ne se répète pas. Et nous, on a tendance à n'utiliser que la deuxième partie et à oublier qu'il faut aussi le dire, mais à condition que tout le monde le dise. Est-ce quand on rédige une biographie sur Samir Geagea en l'occurrence, on endosse une couleur politique, forcément? Alors, peut-être aux yeux des gens, mais je tiens à préciser, enfin je le précise, je ne suis pas partisane, je n'appartiens pas aux forces libanaises. Ma vie est cloisonnée. J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie associative et j'ai une vie familiale. Donc, et les trois mondes sont étanches. Donc je pense que je peux faire parfaitement la part des choses. Est-ce que vous allez faire de la biographie votre cheval de bataille, Nada Hanid? J'aimerais bien. Maintenant, j'aimerais bien trouver la biographie trouver un parcours de femme rebelle. Ça pourrait, à ce moment-là, ça pourrait croiser mes envies avec celles de ma vie de militante. Nada Hanid, je rappelle que vous avez signé L'Homme de Cèdre. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et une page publicitaire et on se retrouve juste après. Et tout ce que le béton a fait de meilleur, c'est qui voulait profiter de la pagaille. D'autres qui avaient pas slamé depuis un bail. Tout à coup le trac a fait coucou dans la loge. Oh maman, Nous sommes toujours en direct du Biel pour ce salon francophone qui a lieu jusqu'au 9 novembre, jusqu'à dimanche. Donc, essayez de ne pas prendre votre temps pour venir nous voir parce qu'on laisse toujours ces choses-là jusqu'à la dernière minute et la dernière minute arrive et on n'aura pas fait son tour. Je vous rappelle qu'à 19h ce soir, vous pouvez assister à 2 tables rondes, l'une qui parle de la traduction littéraire, l'autre des magazines culturels au Liban, il y en a pas mal, qui parlent français, qui parlent arabe également. Dans quelques instants, nous allons vous proposer notre reportage quotidien, puisqu'il nous accompagne jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, après ce reportage, j'inviterai, comme j'aime bien le faire chaque année, les libraires à prendre la parole. Ils seront 3 cette année, alternativement, à venir nous parler de leur coup de cœur, peut-être des ventes, mais surtout de leur coup de cœur, parce que finalement, celui qui vend le livre, c'est surtout le libraire quand il vous raconte un tout petit peu le synopsis en vous disant mais c'est bien, vous allez aimer, c'est comme ça qu'on achète un livre. Et après ça, on retrouvera Hoda Kerbaj pour d'autres années. Mais le reportage tout de suite. Comme chaque soir, dans l'émission spéciale du Salon du livre francophone de Beyrouth, nous sommes en train de positiver avec Positive Lebanon et ses initiatives qui montrent le dynamisme de la société civile libanaise. Ce soir, focus sur le collectif Kahraba avec Aurélien Zouki. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Donc dites-nous un peu ce que c'est que ce collectif, qui est une compagnie de théâtre, qui est née en 2007. Quels sont vos objectifs principaux pour montrer la diversité de la scène libanaise ? Le collectif Kahraba est un collectif d'artistes qui s'est constitué avec une même volonté de partager des moments de spectacle, de rencontres entre différents publics, entre différentes disciplines. Donc on va autant créer des spectacles pour la famille que des spectacles pour adultes qui vont mêler autant la marionnette que la danse, que le théâtre. Donc c'est un travail qui s'est constitué tout au long de nos tournées à travers le Liban. Et de plus en plus, on porte une attention particulière à créer des échanges entre toutes sortes de parties, de structures ici au Liban et ailleurs. Aurélien, donc la maison d'édition Tamiraz, dans sa campagne Positive Lebanon, parrainée par la banque BSL, est en train de répertorier toutes ces activités. Vous allez faire l'objet aussi d'un ouvrage bientôt. Vous allez être dans le grand ouvrage de Positive Lebanon. Donc, qu'est-ce qui fait votre plus? Qu'est-ce qui vous différencie et quels sont vos projets? D'ailleurs, c'est une excellente idée d'avoir créé cette sphère-là. Donc, on est très ravis d'en faire partie.
Je ne dirais pas qu'on en a un plus par rapport à d'autres, mais en tout cas, on a créé il y a quelques années un festival qui s'appelle Nahna wal Amar wal Jiran, qui est en soi une initiative offerte au public, un moment de gratuité, un moment de rassemblement pour vraiment laisser exister des soirées culturelles pour la famille et pour les publics les plus larges, de manière à rassembler des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Ce qui fait la particularité de cet événement, c'est qu'il est le fruit de beaucoup de collaborateurs, de beaucoup d'artistes, de structures, de compagnies, d'individus qui se sont associés pour qu'existe cet événement-là. Donc ce n'est pas seulement nous, mais c'est vraiment un rassemblement, une fédération de plein d'artistes, de plein de compagnies, que ce soit locales ou internationales, qui ont à cœur qu'existe dans leur ville et dans leur pays un événement gratuit, de qualité, dans un quartier Mar Mikhaël à Beyrouth, qui nous accueille de manière très conviviale. Et quand vous dites aspect culturel, en fait, ce sont des artistes qui sont aussi très atypiques, n'est-ce pas? Vous mettez en évidence des artistes qui sont un peu originaux, qui sont vraiment très particuliers dans leur art. On va particulièrement demander à des artistes qui portent comme nous le souci d'une vraie relation, d'une vraie rencontre avec le public, qui ont vraiment envie d'adresser un moment de poésie ou une expression particulière. Donc cette relation, elle est au cœur des collaborateurs qu'on invite à rejoindre pendant cette plateforme qui est devenue vraiment une plateforme de rencontre entre des étudiants, entre des artistes confirmés, entre des amateurs, entre des enfants. On essaye de décloisonner au maximum les frontières qui se reproduisent malgré nous dans toutes sortes de secteurs, et on va chercher à faire rencontrer les photographes avec les danseurs avec les marionnettistes, les galeries d'art avec les compagnies de danse, et créer vraiment des ponts pour que naissent des projets. Et on est ravis de voir que parmi nos collaborateurs, d'autres projets sont nés suite à ces rencontres-là. Super, que du bonheur, hein, vous donnez à voir, à écouter, à savourer. Et est-ce qu'il y a un projet particulier que vous allez bientôt présenter? Vous travaillez sur quelque chose? Vous rêvez de quelque chose de particulier? On prépare déjà la prochaine édition de Nahna wal Amar wal Jiran qui aura lieu probablement l'été prochain. Et voilà, avec toute une série d'activités, de rencontres et de workshops et de spectacles ouverts à tous, gratuits. Voilà. Aurélien Zouki du collectif Kahraba, merci beaucoup et positivez encore plus. On a besoin de cette jeunesse, de cette culture partout au Liban. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Chantal Sfer, bonsoir. Bonsoir Nanette. Alors, c'est la première fois pour vous, mais moi j'ai l'habitude de convier des libraires à venir sur ce plateau nous parler de leur coup de cœur, des meilleures ventes peut-être, mais surtout nous parler de livres dont on parle peut-être pas beaucoup, qui ne sont pas sous les feux de la rampe, du moins pendant ce salon. Alors, vous êtes de la librairie Albourge. Et vous avez choisi quelques ouvrages, je pense, que vous avez rapportés avec vous, que je vais vous demander de montrer à la caméra. Je ne sais pas par quoi vous avez envie de commencer. Voilà, c'est les deux livres que j'ai emmenés. Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Ah oui. Et Soit d'Alessandro Baricco. Voilà, c'est là. On va commencer par le premier, on arrivera au deuxième. Voilà. Alors parlez-nous un tout petit peu de Godet, qui est un très très bon client que j'avais reçu il y a quelques années. Tout à fait, c'est un grand auteur. Oui, et qui Le parle Soleil très bien, qui est d'Escorta très sympa. avait eu le prix concours en 2004. Oui. Et Soit c'est de Alessandro Baricco, qui est italien, qui est traduit dans plusieurs langues. Et bon, ce n'est pas pour parler d'anciennes œuvres, pas du tout, mais c'est une nouvelle approche que la maison d'édition Tichina. C'est ici la rencontre de l'art de l'illustration avec l'art de l'écriture. Et c'est pour cela que je tenais à parler de ces deux livres. Ils n'ont que 2 opus à leur catalogue, Tichina. C'est les seuls 2 livres qu'ils ont faits. J'ai hâte de savoir le 3e. Voilà, donc Le Soleil d'Escorta est un grand Alors c'est la roman. rencontre entre l'illustration et Voilà. l'écriture. Je ne sais Quel pas genre d'illustration, si vous pouvez ouvrir Voilà. le livre et Donc, montrer, ou si là, vous me le donnez, je c'est- vous aiderai. Voilà, c'est Voilà. la peinture de Benjamin Bachelier.
Et comme j'ai mis un marque-page, Nanette, si vous voulez Oui, voir. oui, je vais les. Vous avez les marque-pages, Voilà. d'accord, voilà, ça rend la tâche plus facile. Voilà. Et On donc va pouvoir voilà, les Le illustrations. Soleil d'Escorta, c'est un roman qui est un roman solaire, mais aussi qui est dans des parties assez sombres. Et là, le Justement, peintre, qu'est-ce qu'il a de justement, solaire? voilà, vous voyez, Je il a tourne les la parties page. sombres, il a les Dans parties de l'illustration, lumière. donc ça suit l'écriture, Voilà, c'est ça? ça suit l'écriture. C'est une autre approche de lire un livre. C'est très très beau, c'est des petites merveilles. Quand vous dites une autre Et, approche de lecture, Parce qu'à mon avis, l'image se lit aussi bien que l'écriture. ça c'est sûr, elles vont et souvent de pair. Et voilà, et les deux, c'est une forme d'art. Et voilà, c'est un peu ça, c'est plein d'émotions. Ça, par contre, c'est plein de couleurs, Voilà, ça c'est Très- dans le rêve, donc c'est rose. c'est rose. Alors il y a une palette de couleurs qui suit le texte. Et voilà, c'est Le une autre synopsis approche. du livre, un tout petit peu, en 2 mots, sans tout C'est révéler. Le Soleil d'Escorta. Les Scorta, c'est une famille, c'est le nom de la Ouais. famille qui est au sud de l'Italie et qui lutte pour garder leur nom de famille, les Scorta. Et c'est un peu ça, c'est un roman de fierté, disons, lutte pour l'héritage et identité. Voilà, c'est Les thèmes des typiques émotions très très fortes. De oui. la région. Voilà. D'accord. Et alors, on passe à quoi là? Qu'est-ce que vous allez Et nous montrer? dans le même registre, donc chez Ticina aussi, ça c'est Soi d'Alessandro Baricco, Ouais. qui est illustré par Rebecca d'Outremer, qui est une illustratrice très très célèbre en France. C'est joli ça. En général, elle illustre des romans, des albums de jeunesse, et ça c'était son premier pour adultes. Ce premier travail pour un Et livre c'est adulte. magnifique. Déjà, le texte est plein de finesse. Et vous voyez, l'illustration est plein de finesse là. D'accord. Alors là, on est dans des couleurs estompées quand même pour l'illustration. Ouais. Oui, voilà. Et la thématique Et, du livre? C'est Soi. C'est la route de la soie. La route en de la fait. soie. Voilà. Et c'est un peu une petite histoire d'amour aussi qui se passe au Il y a toujours Japon. des histoires d'amour Voilà. sur la route de la soie. Oui, c'est mais fou, c'est ça. très délicat et l'écriture est une merveille. Et qu'est-ce que voilà. vous nous avez choisi d'autre? Et Je vois de la puis, littérature jeunesse, ou je Voilà, me trompe? la littérature jeunesse, parce que Bah, il faut j'avais bien. envie de faire quelque chose de différent. Et moi, je Et, reçois, parce j'en profite que- pour annoncer que je reçois Hubert Benkemoun dans 2 jours. Voilà, On va parler je de ne sais pas littérature si jeunesse. Benjamin Chaud est passé à l'MTV, je n'ai aucune idée, mais il signe chez nous. D'accord. Voilà. Je n'ai pas Et fait mes devoirs l'album parce jeunesse, que... voilà. Ah, ça, c'est un titre qui est un sacré projet. Ouais. Hein, il n'a pas fait ses C'est devoirs, pourquoi? plein d'humour. Ah, ben, il invente un tas de choses. Des choses incroyables, Ça va donner des idées, ça, aux extraordinaires, écoliers. des choses comme il a vu un ovni, une soucoupe volante est rentrée dans la maison, voilà, toutes ces choses-là. Et à la fin, parce qu'au début, la maîtresse lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs ?» Et donc, il invente toutes ces choses-là. Et le petit garçon lui dit « Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ?» Elle dit « Non, parce que j'ai lu le même livre que vous. » Vous le recommandez quand même. Oui. D'accord. Et après? Et C'est encore un livre non, jeunesse, oui, c'était voilà, Benjamin Chaud aussi, il évoque le personnage de l'ours. Une chanson d'ours. Voilà, D'accord. une chanson d'ours. Et si vous l'ouvrez, parce que les illustrations sont quand même voilà, très riches en couleurs. Bon, c'est vrai qu'il y a peu de texte, mais comme je dis, l'image se lit et les enfants adorent ça. Il y a plein de choses à voir dans l'illustration et c'est un livre de famille. C'est quelque chose qu'on regarde en famille, voilà. Puis il en reste un. Voilà. L'escargot L'escargot rêve, c'est notre rêve. dernier livre, c'est ça? Voilà. Vous avez consacré beaucoup de livres à la jeunesse. Non, mais parce que c'est le concept de l'album jeunesse qu'on défend en librairie. C'est vrai qu'on en Et a qui pas est mal beaucoup parlé, connu, donc je ne suis pas tout à voilà, fait qui est mal dépitée, connu là. au Liban et Ouais. c'est pour cela que je défends ça Escargot avec rêve. beaucoup de passion.
Escargot rêve, c'est surtout l'illustration et les couleurs Ah qui oui, sont là, super. effectivement, quand on ouvre. C'est de jolies illustrations, ça. Et le texte, il raconte quoi? C'est de la poésie et c'est l'escargot qui va évoluer petit à petit. Voilà, et c'est le cheminement de l'escargot. Voilà. D'accord. Et si je devais vous demander Un coup de cœur en littérature, si vous voulez, c'est Pierre de Marty, qui est mal connu, pas mal connu, mais on n'en parle pas beaucoup, En face. Et c'est très bien écrit, c'est original, c'est l'histoire d'un homme qui est sans événement dans sa vie, qui est un peu sans caractère aussi, un peu inodore, incolore, sans saveur, disons. Et tout d'un coup, il décide de quitter son foyer. Il a une femme, 2 enfants et il quitte. Il part, il lâche tout. Il quitte et il va habiter En face, dont le nom du roman. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ce n'est pas lui qui raconte son histoire, c'est... Il se met en scène. Voilà. Et il utilise c'est le un jeu. autre narrateur qui utilise le jeu. Ouais. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et il va se faire un tas d'histoires et il va voir la vie se dérouler, la vie de sa famille sans lui. Et si Et je c'est devais vous demander intéressant. très rapidement, le best-seller de l'année, ce serait quoi? Le premier qui vous viendrait? tête. Disons celui de Kamil Daoud qui a eu le choix de Le choix l'Orient. d'Orient. Ça a été un best-seller, il a très bien vendu depuis le début. Oui, peut-être. Chantal Sfer, merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci Nanette. À s'envoler toujours plus haut. Où l'amour est beau, on va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage. Où l'amour est né. On va s'aimer. Dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau. À s'envoler toujours plus haut. Où l'amour est beau, on va s'aimer. Mais comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par envie? Hoda Kerbaj, bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup de HK ce soir. J'ai eu Hala Kodmani, après j'ai Hoda Kerbaj. Il ne faut pas que je me trompe. Bah non, J'essaierai pas de trop. pas. Vous êtes issu, vous, de l'audiovisuel. En 2007, vous écrivez sous l'impulsion de Roger Assaf votre premier long métrage et décrochez pour ce scénario le prix de la bourse Beaumarchais, qui vous donne des ailes. Alors en 2012, vous réalisez votre premier court métrage, El Nourou Yanoul. Et là, vous signez votre premier livre publié par Noir, Blanc, etc. Ça s'appelle D'outres années. D'outres années, alors pourquoi D'outres années? Eh bien, ça m'a pris du temps C'est quoi, pour c'est les trouver mémoires mon d'outre-tombe, titre. c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Pas en du fait tout. un peu pour l'outre-mer parce que quand j'ai habité à Paris, j'ai beaucoup bossé avec l'outre-mer. J'avais des liens très forts d'affection avec la Guyane française. Et donc, le mot outre-mer a toujours été pour moi quelque chose comme un voyage, un passage vers le meilleur. Donc, j'ai choisi pour ce livre d'utiliser ce terme-là. Alors, quand on fait de l'audiovisuel, on écrit forcément, on écrit des reportages, on écrit des textes publicitaires. Mais écrire un livre, le publier, c'est une autre démarche. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire? Alors, oui, écrire un livre est une démarche qui est très différente d'écrire un film ou même de réaliser un film. Surtout que ce livre, je l'écris depuis plusieurs années, précisément d'autres années, il vient de très loin. Mais ce livre est né... Mais qu'est-ce que vous en aviez fait? Vous l'aviez caché, mis dans un oui. tiroir, c'est ça? Vous n'étiez pas Oui, décidé à le sortir ou vous avez juste travaillé dessus pendant de Non, longues je l'avais années? caché dans un tiroir parce Ouais. que quand j'ai commencé à l'écrire, quand j'avais commencé à avoir les poèmes, je les ai fait lire à un ami très 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 proche. Et il était le premier à les avoir lus et il est mort 2 ans plus tard et c'est Charles Tchikhani. Et quand il est mort, je les ai juste rangés
parce que je n'avais plus beaucoup le courage à les lire ou les regarder. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me dire qu'il faut que je le fasse, puisqu'il a passé tout le temps où on s'est connus à m'encourager à publier, à éditer, à publier, à éditer. Je pense que je lui devais bien ça un jour. Et puis je les aime, c'est mes textes, finalement. Vous avez d'ailleurs dédicacé ce livre à Charles Shihani et Ramzi Irani, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que chacun de nous, surtout au Liban, on a perdu des êtres chers dans des situations souvent très dramatiques, que ce soit la guerre ou l'après-guerre ou les trucs politiques, les attentats. Et on s'en souvient à l'intérieur de la famille certainement, mais il est très 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 important qu'on puisse garder leur mémoire vivante en parlant tout le temps, en leur dédiant des choses, en pensant à eux, pour qu'ils puissent rester vivants, et surtout pour leurs enfants aussi, et pour qu'on n'oublie pas et qu'on apprenne tout le temps de ce qui s'est passé, parce que les gens souvent meurent alors qu'ils avaient une vie très glorieuse devant eux et ils partent. Alors je vais un tout petit peu expliquer comment est composé le livre, en ouvrant à l'intérieur. C'est de petits textes, tout petits textes, des petits poèmes et des photos. Des petits poèmes, mais de grands mots. Ça ne veut pas dire que c'est des petits poèmes, moi, attention. Je n'ai pas porté de jugement de valeur. Bon, alors je disais des photos faites par vous. Tout à fait. Des photos souvent floues d'ailleurs, avec un flou. Certainement. C'est pour laisser quoi, le flou? Parce que j'ai été à bonne école et je considère qu'un flou peut être très artistique. Oui, merci de me Non, le non, rappeler. c'est pas vrai, non, mais, Non. mais en fait, ça dépend toujours des situations. Je ne choisis pas de faire un flou à l'avance. C'est le moment, je capte un certain moment. Elles ne sont pas toutes floues, je tiens à le Non, préciser. non, mais bon. Merci, je ne vais plus vendre le livre maintenant, c'est pas drôle, franchement. Non, mais il y a des photos où le flou s'impose à cause du texte et d'autres où il ne s'impose pas. Mais dans tout le cas, c'est toujours un moment qu'on capte, que ce soit par l'écriture ou par la photo ou l'image. Alors, ce sont des textes qui sont loin d'être très optimistes, mais respirent tous une folle envie de vivre. Oui, précisément, parce que je crois que moi, je suis une enfant de la guerre, donc aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc je suis née en pleine guerre. On est tous des enfants de cette guerre, c'est fou. Oui. Donc, elle nous colle à la peau, quelque part. Oui. Et je pense qu'on a tous cette envie, on exorcise ça d'une manière toujours très artistique. Et donc du coup, on a vu le pire, mais le pire donne toujours souvent l'envie du meilleur. Ouais. Et donc quand on a connu le pire, on a envie d'aller vers le meilleur. Donc oui, beaucoup de mes textes sont un peu noirs, mais finalement, ça va. je vais bien. Alors si vous deviez en choisir un à lire, vous liriez lequel? Moi, j'ai pris un tout petit, comme ça, que j'ai envie de lire à l'antenne. Alors allez-y. Le temps ne guérit pas, le temps ne tue pas, le temps ne conserve pas, le temps détruit, le temps saccage, le temps observe et puis ravage. Le temps accroche des yeux ébahis dans les lames de l'infortune, dans les lames de l'oubli. Oui. Ça vous plaît, ça? Oui. Ce choix? Ça me plaît très bien. C'est un de mes préférés en plus, celui du temps. Je suis bien tombée, moi aussi c'est un de mes préférés. Et c'est un des préférés, je viens de croiser le G.A.S.T.A.F. et il a ouvert sur ce texte et il m'a dit tiens, le temps est quelque chose d'important pour moi, donc c'est très... c'est une belle... Qu'est-ce qu'il représente pour vous, le temps? Il représente beaucoup de choses. Il représente un passé qu'on doit apprendre à s'en détacher. Il représente un présent qu'il faut vivre. Il représente aussi des choses floues. Il représente beaucoup de douleur parce que le temps, avec le temps, on a autrement mal et on a autrement... Mais c'est pas négatif, hein, le temps. C'est bien aussi. Et c'est pas la vieillesse, attention, le temps c'est une unité, ce n'est pas nécessairement, quand on parle du temps, on ne parle pas du fait de devenir vieux, mais du temps qui de l'expérience, du produit de cette expérience. Ça peut être aussi le temps qu'on prend pour être heureux, le temps qu'on consacre un plaisir. Oui, aussi, bien sûr. Je pense que chacun lit le temps selon son parcours. Voilà. Et si vous deviez choisir un texte, ce serait lequel? Alors, si je devrais... je ne sais pas trop, je les aime tous tellement, mais je ne sais pas trop. Ah, je pense que je prendrais peut-être celui du sommeil. Allez-y, il est à quelle page que je vous suive? C'est la page 23. D'accord, on y va. Donc, le sommeil m'attrape, sans vague à l'âme, sans pluie de mer, ni d'écume sauvage. Le sommeil m'attrape, il me suspend là, entre colère et couleur, entre cauchemar et saveur, une haleine de gouffre et des éclipses de lumière, un bâton de soufre et des venues en crinière, des allées en terre de chien et des retours en faïence, le sommeil m'attrape et me vomit, il m'étend et me gémit, me persécute et me réveille, le sommeil me réveille.
Alors, justement, ce ne sont pas toujours des mots heureux, on le disait tout à l'heure, mais qui parlent tous d'une rage de vie. Quelle vie, Hoda Kerbaj? Alors, une vie dans un pays que j'adore, après être restée plusieurs années en France, que j'ai aimé aussi beaucoup. C'est une vie donc, que je partage maintenant avec beaucoup de projets. J'ai une société de production avec Nadim Abdenour qui s'appelle Fish Eye et donc dans laquelle on produit du contenu médiatique et c'est très intéressant parce qu'on rencontre toujours plein de gens. Et sinon, je travaille en tant que scénariste surtout, que scénariste et que script doctor et je travaille sur plein de projets, j'écris mes films. Et si mon éditrice est satisfaite de mon interview, peut-être j'écrirai un prochain livre. On va intervenir auprès d'elle. On va Hoda voir. Kerbaj, comment vous conciliez cinéma et littérature? Avec beaucoup de passion, en sachant que c'est en même temps deux univers très communs et en même temps très détachés dans l'exécution de chacun. Mais dans tous les cas, à la fin, on s'inspire toujours de thèmes universels et il s'agit de pouvoir les concilier avec une particularité quelconque. Et le but, c'est de transmettre de l'émotion et de transmettre une histoire, de raconter une histoire, parce que même dans un documentaire, souvent, on raconte des histoires. Voilà, personnellement, je suis toujours inspirée du réalisme magique. J'aime raconter des choses qui ouvrent les portes vers l'imaginaire et l'imagination. Mais je crois que tant qu'on peut visualiser et être touché par une image ou un livre, alors la conciliation, elle est parfaite et elle se complète. Et aujourd'hui, si vous deviez choisir une image, un thème qui vous touche particulièrement, qui vous interpelle pour un film ou un livre, vous penseriez à quoi? Je penserais au temps. Le temps est pour moi aussi prédominant le temps chez vous? Oui, il est très dominant le temps. Et je pense que c'est beaucoup aussi, je travaillerai l'identité. Je pense que le thème de l'identité a toujours été, de la mort et de l'identité a toujours été important pour moi. Mais je pense que ce sont deux thèmes séparés quand même, la mort et l'identité. Oui, et l'identité peut être très meurtrière chez nous, comme on dit. Voilà. Bon. Quel effet vous fait ce premier livre, Hoda Kerbaj? Quel effet vous fait ce premier livre? L'effet que m'a fait mon premier film, donc je me sens en même temps très très contente, très heureuse, un peu comme une adolescente, mais grave en même temps, parce qu'il y a toujours l'appréhension du lecteur, tout comme il y a eu l'appréhension du spectateur avant. Mais je suis bien parce que j'ai été soutenue pour ce livre donc par des gens qui sont maintenant dans un outre quelconque, donc leur énergie m'aide et j'ai des parents qui m'ont beaucoup supportée alors que je n'étais pas du tout destinée. Ils ne me destinaient pas à cette carrière. J'ai des amis qui sont là, j'ai des éditrices qui sont parfaites et surtout que dans mon parcours, j'ai gardé des êtres proches. Et donc si je dois regarder, je pense que je suis très bien entourée, que ce soit ici ou en France ou en Guyane ou qu'importe. Hoda Kerbaj, merci beaucoup. Je vous en prie, merci Alors à avant vous. qu'on se sépare, je voudrais quand même annoncer un rendez-vous. Je vous retrouverai après-demain et j'aurai sur ce plateau une star du football. Une fois n'est pas coutume, il ne parlera pas que de football. Mais bien sûr, on réservera un tout petit moment à ce sujet. Liliane Thuram sera sur ce plateau, ne le ratez pas. On parlera bien entendu sport et discrimination. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain avec Elsa et après-demain avec moi. Au revoir. Je fais de tout petits ronds.